et bienvenue à la plateforme virtuelle de la Maison Russe à Bruxelles. Сегодня мы продолжаем наш цикл, посвященный а, государственному Эрмитажу, Эрмитажные вечера, который мы начали в прошлом году и очень надеемся, что будем продолжать еще долго. Aujourd'hui, nous continuons notre cycle consacré aux visites virtuelles de l'Ermitage. Nous avons commencé il y a un an et nous espérons continuer à organiser ces visites virtuelles encore longtemps, le plus longtemps possible. Сегодня нашим собеседником будет госпожа Виктория Петрова, сотрудник научно-просветительского отдела Государственного Эрмитажа, которая расскажет нам о той части коллекции музея, которая представлена в здании главного штаба, в бывшем комплексе императорских министерств. Aujourd'hui, notre guide, notre expert sera Madame Victoria Petrova, collaboratrice du département de la vulgarisation de sciences auprès de l'Ermitage d'État, qui va nous parler de cette partie de collection du musée qui est présentée dans le bâtiment de l'état-major. C'est un complexe de ex-ministères impériaux de la Russie qui appartient maintenant à l'Ermitage. Et notre visite aujourd'hui sera liée à un des noms les plus célèbres de la culture russe du 19e, début 20e siècle, un nom qui est vraiment très connu de grand public, des experts, des gens qui parlent, qui s'intéressent à la culture russe. C'est le nom de leur frère, de joaillier, Charles Fabergé, qui est bien connu à l'extérieur de notre pays. И сегодняшняя наша экскурсия будет связана с именем, которое очень хорошо известно и в России, и особенно за рубежом, поскольку его произведения этого человека разошлись по всему миру и находятся в большом количестве музеев и частных коллекций. И это легендарное имя Карла Фаберже, которое давно стало одним из символов русской культуры XIX – начала XX веков. Она называется «Другой Фаберже. Наследие великого ювелирного Эрмитажа». И я, во-первых, хочу поблагодарить Викторию за участие, дать ей короткое слово для представления вот этого видео, которое мы сейчас услышим, зная, что начало нашей встречи буду переводить я последовательно, поэтому попрошу вас говорить коротко и давать мне возможность перевести. Et je passe la parole à Madame Victoria Petrova pour présenter cette visite virtuelle, en sachant que le début de notre rencontre, c'est moi qui vais être interprète. Donc, et après, vous aurez la traduction simultanée comme d'habitude pour nos soirées de l'Ermitage. Добрый Виктория, вечер. пожалуйста, вам слово. Да, добрый вечер. Я очень рада участвовать в таком проекте, потому что связь между странами сейчас культурная очень важна. А наше путешествие, как вы уже правильно сказали, будет проходить в здании бывших министерств, где на сегодняшний день у нас очень много коллекций, и живопись импрессионистов, и история Министерства иностранных дел, история дипломатических отношений России и Европы. Но одной из самых привлекательных является экспозиция Карла Фаберже, которая открылась в 2014 году, то есть уже почти 10 лет назад. Остановитесь. Moi, je suis très heureuse d'être parmi vous pour ce projet. Et je voudrais justement présenter le sujet de notre rencontre aujourd'hui. Ça va se dérouler, comme on a déjà dit, dans le bâtiment de l'état-major, où l'Ermitage présente actuellement plusieurs parties de sa collection.
notamment des salles consacrées à l'art des impressionnistes et des salles de l'ancien ministère des Affaires étrangères de l'Empire russe. Et la troisième partie que nous allons présenter aujourd'hui, elle a été inaugurée en 2014 et elle est consacrée à la création de Charles Fabergé. Ну и я думаю, мы сначала посмотрим с вами видео, чтобы понять, что за красота у нас представлена на экспозиции, а потом уже более детально обсудим, если какие-то вопросы появятся. Et maintenant, je vous invite à découvrir la vidéo consacrée à cette partie de notre collection. Et après, je suis prête à discuter, répondre à vos questions, discuter vos commentaires. Enfin bref, on va commencer par la vidéo. Merci. Bonsoir, chers spectateurs. Nous sommes dans les salles de Fabergé qui ont été ouvertes en 2014 dans le quartier majeur, même s'ils ont été nommés au nom du plus grand joaillier du 19e siècle. Ils parlent non pas seulement de Karl Fabergé, mais également de ses collègues, de ses concurrents qui travaillaient à Moscou, à Saint-Pétersbourg et qui ont également eu cet honneur de travailler pour la cour de l'empereur et pour d'autres monarches européens. Et donc, ces pièces d'ici ont construit la gloire de la Russie. Et aujourd'hui, on va commencer à faire connaissance avec les pièces qui ont été créées par les collègues de Fabergé et on va voir quelle était la différence par rapport aux œuvres de Fabergé, par rapport au joaillier le plus grand de l'Empire russe. Nous sommes ici maintenant devant la vitrine de Andrei Bragin. C'était le maître qui travaillait l'argent et qui s'est spécialisé sur les services de différentes décorations de tables, des pièces de la galanterie. Ça pouvait être les porte-cigares, les boîtes pour les cosmétiques. Et ici, à l'Ermitage, on peut voir aujourd'hui ce service AT où on peut trouver les pièces créées dans le style Empire, même si ce service a été créé en 1910, alors que le style d'Empire, c'était 100 ans qu'il était parti dans le en fait, était resté dans le passé. Et même avec cela, les maîtres cherchent leurs inspirations dans les formes de ces chefs-d'œuvre qui avaient été créés au 18e, au 19e siècle dans le style Empire. Et Bragin a pu créer cette pièce d'exemple dans le style d'Empire. Ici, on peut voir la bouillotte où l'eau chaude était versée et en bas, il y avait une construction qui ne laissait pas l'eau se refroidir et donc on peut voir comment sont décorés en fait, le bas de cette bouillotte. Le robinet représente un chat sauvage qui, en ouvrant sa gueule, fait couler l'eau chaude. Et de côté, on peut voir les poignées qui sont connectées au corps de cette bouillotte avec des têtes de mouton. Et en haut, on peut voir les têtes de lion ou des panthères. Et à l'époque d'Empire, les représentations des animaux étaient quelque chose de très fréquent. Et Bragin connaissait très bien ce style. Et tous les joailliers de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, tout d'abord, étaient des joailliers savants. Avant de créer une pièce, ils n'avaient pas seulement regardé et répété les spécificités du style. Ils avaient étudié en détail les détails de cette époque et les styles d'avant parce que le style d'Empire se base... le style Empire se base sur la tradition romane.
antique. Et Bragin lui-même est un maître très, en fait, qui a produit beaucoup de pièces et ces pièces sur les enchères, pendant les enchères d'Europe, concurrencent les pièces de Fabergé lui-même. Un autre maître qui est représenté ici et avec lequel l'école russe a été débutée, c'est le maître Sazikov. L'entreprise Sazikov a été fondée à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, après la fin de la guerre civile de 1812, Sazikov est devenu un joaillier, un des les plus, en fait, connus. Et donc, c'était l'époque après la guerre, comme je l'ai dit, et les Savikov ont contribué avec leur argent pour reconstruire construire Moscou. Et donc, ici, on peut retrouver la période de 1870, où on peut trouver cette coupe qui a été offerte au gouverneur de la Nouvelle-Russie, de la Bessarabie. En haut de cette coupe, on peut retrouver l'allégorie à la gloire et à la victoire. C'est une figurine de femme avec la flamme. Et la coupe elle-même nous rappelle les coupes de l'époque de baroque. Et c'est plus les coupes du 15e, 16e siècle. Elle nous rappelle cette coupe et nous retrouvons ici des lignes entremêlées sur cette coupe qui, en fait, nous rappellent les lettres nordiques, scandinaves et les anciennes lettres russes. On peut retrouver ici les armoiries de la Novorossie, des pays scandinaves et donc cette coupe a été faite d'une manière très intéressante. On peut retrouver ici la surface mate. En fait, le maître pouvait, en fait, en travaillant les surfaces pouvaient recréer l'effet de dynamique, alors que la pièce elle-même, elle reste assez statique. Et cette technique de relief plus brillante sur le fond mat se retrouve sur les vaisselles. Donc, il y avait l'atelier d'Ovchinnikov, dont les travaux sont représentés à l'Ermitage en grande quantité. Et parmi ces pièces les plus connues, on peut retrouver les deux services, dont un on peut voir sur l'écran. C'est un grand service à thé où la base était le plateau en argent recouvert d'or. Et on peut voir ici les ornements de fleurs qui s'entreposent et c'est difficile de trouver où la première ligne, où il se mêle avec la ligne suivante. C'est difficile. Donc, c'est le travail très scrupuleux. Toutes les lignes très fines et gravées on fait à la main. La production de ce genre de pièces nécessitait le travail de maîtres qualifiés et donc Ovchinnikov lui-même a enseigné aux futurs joailliers. Il avait ouvert une école pour les futurs joailliers. Et donc, il y avait les jeunes hommes qui apprenaient non pas seulement les spécificités du métier, mais également les mathématiques, la calligraphie, parce que sans savoir bien écrire, on ne pouvait pas savoir graver les lignes fines. Les élèves devaient étudier la physique, la chimie pour ne pas faire d'erreurs dans leur travail avec la pierre et le métal. Et Ovchinnikov croyait également que les jeunes hommes devaient être bien développés physiquement. Et donc,
il y avait des cours de l'éducation physique. Donc, ces cours ont donné des bons résultats dont on voit l'exemple ici sur l'écran où on peut retrouver tous ces ornements très fins. Ce genre de service était produit en grande quantité et parfois on pouvait rajouter des choses, des pièces. Par exemple, on pouvait offrir ce genre de service pour le mariage. Et si par exemple la famille offrait un service de 6 pièces, plus tard, les jeunes mariés pouvaient acheter des tasses en plus dans les magasins d'Ovchinnikov pour atteindre le nombre de pièces souhaitées. Un autre sujet est bien apprécié de Pavel Ovchinnikov, c'est en fait la gloire à la patrie. Donc on peut retrouver la technique très ancienne qui lui a permis de représenter Moscou. Donc, on peut trouver sur un de ces services dans les médaillons en argent comme des photos de la ville de Moscou. Ce ne sont pas des photos, ce sont des gravures très fines remplies par la peinture noire. Et après une cuisson, on peut retrouver cette technique, ce résultat sur le métal, sur le porcelaine. On peut dire que Ovchinnikov a réutilisé les très anciennes techniques russes, par exemple la technique de l'émail, dont le fond était les fils de fer en fait entremêlés. Donc, les Sadikov ont également créé ce genre de pièces avec les fils de fer. Et donc, cette technique avec Ovchinnikov a été bien développée. Ici, si on regarde cette vase, elle peut paraître être en porcelaine parce que l'émail n'est pas très blanc, mais plus du blanc cassé. Et les couleurs des émails colorés ont été bien choisies. Si on prend les émails très anciens russes, les couleurs peuvent être très fléchies, comme le bleu très fléchi ou le jaune, alors qu'ici sur le vase, les couleurs sont pâles. Et donc, qui nous ressemblent plus les pièces du XVIe siècle. Et les décorations et les ornements nous rappellent déjà le style de moderne, qui n'a pas eu beaucoup d'influence, peut-être en Russie, mais qui on peut retrouver dans les pièces de décoration. À côté, on voit cette boîte à thé dans un joaillier Kourliakov, qui était également très connu en Russie. La couleur des émails sont différentes. C'est le fond turquoise qui nous rappelle les couleurs turquoises et les couleurs roses et bien intenses. Et aussi, on voit le portrait de cette femme pour laquelle cette boîte à thé avait été commandée, mais on n'a pas pu déchiffrer l'écriture pour comprendre à qui appartenait cette boîte à thé. Peut-être cette dame était l'artiste de théâtre, une ballerine ou une chanteuse d'opéra, à qui ses fans pouvaient offrir ce genre de boîte à thé. Et parmi les joailliers qui travaillent l'émail, on peut retrouver Fyodor Klukert qui avait été invité par les maisons de joaillerie très souvent pour couvrir les pièces avec de l'émail.
Et les pièces indépendantes de Rupert ont un décor les décorations très originales. Il rajoute des ornements géométriques et il utilise les couleurs très inhabituelles pour les mailles, comme par exemple la couleur marron, noir, le jaune, un peu un jaune marron. Et donc, sur le vase qu'on a déjà vu, d'Ovchinnikov, Ruckert a également travaillé ce vase-là, parce que si on regarde que le fond est un peu marron et ce vase a été également colorié par Ruckert. Une autre pièce est très originale ici. Bien sûr, les maîtres qui ont travaillé dans les traditions de joaillerie, ils font appel à des styles historiques et ils recherchent de l'inspiration dans les travaux de maîtres européens ou les maîtres russes, mais on retrouve ici une synthèse de ces deux mouvements. Et donc, bien sûr, on voit que le maître combine les formes classiques, les formes gothiques européennes et les traditions de joaillerie russe. On peut retrouver des pièces très intéressantes qui ne sont pas très habituelles pour l'usage moderne, comme par exemple cette pièce pour un bébé, le papier. Ensuite, le couteau pour couper le papier. On avait ici la boîte à sable. Et donc, cette table était à la fois la décoration et une pièce très fonctionnelle à la fois. Et donc ici, on peut retrouver une autre pièce qui n'est pas du tout utilitaire au premier regard. C'est un locomotive qui est tellement bien travaillé qu'on peut voir tous ces détails à partir du four qui est derrière le locomotive et toutes les valves qui aident au mécanisme de fonctionner. Et donc, on peut retrouver aussi les lumières qui sont colorées avec de l'émail rouge. Et quand il y a la lumière tombe sur ces phares, on a l'impression qu'elle fonctionne et donne de la couleur rouge. Et donc, cette pièce a été créée dans les années 1870, alors que les rails russes commençaient à se développer. Et donc, c'était un hymne aux accomplissements de l'État russe qui voulait représenter le maître par cette pièce. Ensuite, nous avons Carl Fabergé, qui est représenté dans cette salle, qui devient l'un des principaux joailliers de l'Empire russe. Et ces créations ont reçu à plusieurs reprises des prix très prestigieux. Mais pour atteindre une telle gloire, pour atteindre le gloire de Carl Fabergé, il fallait travailler pour la cour de l'empereur. Et donc, pour le mariage de Maria Feodorovna, l'impératrice russe, les membres de sa famille ont décidé de commander à créer cette horloge dans le style de l'époque rococo. Donc, on peut retrouver 25 anges sur cette horloge. Chacun est lié à un an vécu par le couple de l'empereur et l'impératrice. On peut retrouver quelques armes, quelques arcs dans certains de ces anges.
En bas, on peut retrouver le griffon de Romanov qui se tient de bouclier de l'empereur russe et de la princesse Dagmara. Et des deux côtés, à droite et à gauche, on retrouve en fait, tous ces détails de la corne, des deux cornes de l'abondance des deux côtés. On peut retrouver tous les détails bien travaillés, des raisins, des pommes. Et donc, pour faire ce genre de travail minutieux, le joaillier avait besoin d'aide. Et c'est en fait le maître Benoît l'a aidé dans ce travail et c'était quelque chose de très répandu à l'époque quand d'autres spécialistes travaillaient avec les joailliers. Et donc on peut ressentir la grandeur de cette pièce. L'horloge elle-même est faite non pas seulement en argent, on retrouve l'onyx vert, les chiffres de cette horloge sont décorés par les pierres précieuses. Et bien sûr, ces pierres donnent des reflets qui ressemblaient aux reflets des étoiles qui nous rappelaient que, en fait, le bonheur du couple va durer non pas seulement sous la terre, mais dans leur vie céleste. Et donc, cette pièce a été commandée par la famille impériale. Derrière, on peut retrouver 32 noms qui ont participé à cette cérémonie quand ils ont offert ce cadeau. On peut retrouver les noms de Olga Konstantinovna et d'autres princes et princesses, tous les parents de la famille impériale qui ont pu se permettre ce cadeau et donc ils sont inscrits dans cette liste. Donc, en effet, cette horloge était l'une des pièces les plus impressionnantes. Mais la société Fabergé ne travaillait pas tout le temps pour ses clients aussi haut placés. Le but était de répondre aux besoins de tous les clients. Pour tout prix, pour toute demande, on pouvait retrouver quelque chose dans ce magasin de joaillerie, dans sa joaillerie. Donc, on peut par exemple retrouver ici un porte-cigare fait en acier noirci. Et donc, si l'acier était quelque chose d'habituel pour les joailleries, la platine qui a été introduite était assez inhabituelle parce que ce matériel était assez capricieux et difficile à travailler. Le maître joaillier grave des lignes. Et on a l'impression que c'est un matériel, c'est de la soie qui est devant nous. Et ce genre de gravure a été en fait couverte par des émails aussi. Par exemple, on peut retrouver les sonnettes électriques rouges et noires faites dans la société Fabergé. Et tout d'abord, le métal est gravé et ensuite on pose une couche d'émail. Après, on fait la cuisson à une température spécifique. Mais la société Fabergé a retrouvé une technique qu'on peut retrouver sur les créations de Maître Wikström. Par exemple, ici, on a une autre boîte de toilette qui est couverte par l'émail rose. Mais en vérité, si on regarde des angles différents, des vues différents, les couleurs peuvent changer. Et donc, dans la société Fabergé, on a su poser des couches, des couleurs d'émail, des couches différentes. Et pendant la cuisson, l'émail peut être détérioré. Et donc, pour éviter cela, chez Fabergé, tout d'abord, on pose l'émail transparent sous
en fait sur le métal. Ensuite, on pose l'émail en couleur, on fait la cuisson et ensuite la couche transparente et ensuite encore la couche de couleur en émail. Donc de cette manière, on peut éviter en fait, des problèmes qui peuvent apparaître avec la cuisson de l'émail. Donc, les joailliers utilisaient leur intuition pendant la cuisson, pendant la préparation de l'émail. Tout se faisait à l'œil parce qu'il n'y avait pas des appareils spécifiques. Mais leur travail était si vertueux qu'on avait l'impression que ces pièces qu'ils créaient, en fait, étaient faites d'une manière très facile. Donc ensuite, on peut voir des guirlandes en rose et en or de 4 couleurs en fait, qui étaient faits par Fabergé. Donc, mais les fleurs de chez Fabergé peuvent ne pas être seulement en métal, mais également en pierre. Ici, on peut retrouver 3 fleurs, le narcisse, le petit pois, en fait la fleur de petit pois et une branche de myrtille qui, en fait, sont mis dans un verre d'eau. On a vraiment l'impression que c'est de vraie eau qui peut être, en fait, déversée de ce verre. Et donc, la myrtille était faite en lazurite qui nous rappelle vraiment en fait, les myrtilles, les vraies myrtilles. Et donc, les fleurs de la narcisse, de petit pois, sont vraiment presque transparentes. Beaucoup de dames de l'Empire russe bien apprécié ces fleurs, comme par exemple Zinaïda Yusupova et autres. Les collections étaient très riches et à l'Ermitage, on peut retrouver plusieurs de ces bouquets, dont 3 on peut voir dans cette exposition. Les pièces en pierre de Fabergé étaient très différentes. Un autre sujet bien apprécié par le public était des petits animaux qui étaient créés d'une manière très réaliste. Comme par exemple dans la boîte, on peut retrouver le petit cochon qui est très fatigué, qui ne peut pas sortir de sa boîte, et 2 cochons déjà adultes qui montrent le caractère de l'animal avec son état d'esprit qui peut être également reflété par la couleur de la pierre. Ici, c'est l'anthracite rose qui peut redonner en fait la vraie couleur de la peau du cochon. Également, les figurines d'éléphants qui ont été faites en citrine peuvent à la fois être presque comme avec le poids plume grâce à la transparence de la citrine. Ici, on peut retrouver les objets de table, par exemple la sonnette, les chandeliers, et ils sont décorés par l'émail. On peut retrouver les motifs de styles très différents. On peut par exemple retrouver les ornements en argent de l'époque rococo. Sur la sonnette, on peut retrouver les guirlandes de la tradition empire. Les chandeliers nous rappellent le style du classique. Bien sûr, les maîtres de la maison Fabergé cherchaient leur inspiration partout. Et l'un des maîtres géniaux était Julius Rapoport, et ces maîtres qui ont travaillé l'argent ont créé ce castor formidable qui est en vérité une cruche. On peut ouvrir, en fait, soulever sa tête et en effet derrière sur sa nuque.
Et il y a une ligne qui nous permet de soulever la tête du castor pour verser la buisson dans les bocaux. Chaque poil de cet animal est gravé d'une telle manière qu'on a l'impression presque tactile de la fourrure de cet animal. On veut vraiment le caresser pour sentir qu'il est vivant et n'est pas fait en argent. On peut retrouver d'autres pièces, comme par exemple l'éléphant, qui est devenu très populaire. Je veux dire, la forme de l'éléphant est devenue très populaire dans la joaillerie chez Fabergé, parce que justement, la princesse Dagmara, elle a donné de l'élan à la création, à ses créations dans les cultures russes, en apportant l'ordre de l'éléphant, qui au royaume de Danemark était l'ordre le plus élevé. Et les personnes qui ont rendu les services très importants pour l'État recevaient cet ordre. Et avec Alexandre III, l'éléphant est devenu le symbole de la famille, de la stabilité, et donc on crée les figurines d'éléphants en pierre et en argent. Et ces deux éléphants peuvent être utilisés comme verres. On peut les mettre sur leurs oreilles, et utiliser cet éléphant comme un verre pour boire quelque chose. Ensuite, on peut retrouver quelques pièces faites en pierre et en argent, par exemple un vase où on peut retrouver l'influence du rococo, les fleurs qui sont créées dans ce vase. Et à côté, on peut voir le style moderne et rococo. Et donc, l'atelier de Rapoport commence à créer les pièces en style moderne qui n'étaient pas très populaires en Russie. Et donc, on peut retrouver dans ces flux d'eau les nymphes qui se retrouvent dans ces courants d'eau, quelques plantes, peut-être qui poussaient sur les côtes de la mer. Et donc, le maître voulait représenter ces courants d'eau, cet élément qui cache cette figurine de la nymphe très traditionnelle pour ce style moderne. Et donc, dans les ateliers de Fabergé, on pouvait y retrouver des pièces très simples, comme par exemple le service à café et à thé. Regardez à quel point elle est élégante. Il n'y a rien de trop. Donc, on a la théière, la cafetière, le réservoir au lait. Et donc, c'était très difficile de créer cette surface très lisse, sans aucun défaut, qui nous rappelait un miroir. Et donc, cela nous prouvait les techniques de très haut niveau, maîtrisées par Fabergé et ses maîtres. Et bien sûr, les œufs de Pâques étaient les pièces les plus connues. Les œufs d'été ont été créés au début pour la famille de l'empereur, mais autre que les membres de la famille de l'empereur, les autres aristocrates et d'autres familles ont été intéressés par les œufs de Fabergé. Et donc, à l'Ermitage, on peut retrouver l'œuf qui est un œuf montre qui a été créé pour Édouard de Rothschild, commandé par sa sœur, la baronesse Euphrosyne de Rothschild. Donc, c'était un cadeau de fiançailles. Et en effet, la série des œufs de Fabergé a été montrée en 1900
à l'exposition mondiale à Paris a connu un grand succès. Tous les aristocrates, tous les commerçants voulaient posséder en fait, ces œufs euh, et donc bien sûr, les œufs qui ont été faits plus tard pour d'autres clients n'étaient pas pires que les œufs créés pour l'impératrice. Et donc, on peut retrouver toujours ces multiples couches de l'émail sur l'œuf. Et donc, c'est un œuf qui contient le serpent et le coq. Et on peut retrouver les motifs historiques, et on peut retrouver l'influence du style de Louis, les motifs de la tradition russe, où les coqs et les coucous étaient posés comme un symbole qui apporte de nouvelles dans les horloges. Et donc, ce genre de pièces, Fabergé créé pour, pour la famille de l'empereur. Et bien sûr, les très bonnes relations Fabergé a eu avec Alexandre III et Marie Fyodorovna. C'est justement eux qui lui ont donné la possibilité de devenir le joaillier de la cour aussi connue. Et cela a été lié à l'exposition qui a eu lieu à Moscou. Alors que Fabergé était déjà très connu à Moscou, il n'avait pas cette possibilité d'être présent constamment à la cour de l'empereur. Et pendant cette exposition, Marie Fyodorovna a acheté quelques pièces pour son époux et à partir de ce moment, Carl Fabergé a obtenu beaucoup de commandes pour créer des cadeaux différents, des pièces différentes et pour créer des œufs de Pâques. Ici, sur ce tableau, on voit le moment de, en fait, coronation de de l'empereur. Et un jour, Carl Fabergé a eu l'idée de créer une copie de ces en fait, pièces, comme par exemple la couronne de l'empereur qui a été créée pour la coronation de Catherine II par le maître Pazier et Edgard. Ici, on retrouve également d'autres pièces, le cètre par exemple. Si on regarde de côté ce cètre, on peut retrouver un diamant d'une forme inhabituelle. D'un côté, il est plat et de l'autre côté, il est en fait, il a une forme et c'est un diamant d'Orlov qui est devenu très connu. Et la petite couronne de l'empereur est comme un supplément. Elle a été créée pour la coronation de Marie Alexandrovna et par la suite, elle a été utilisée pour les cérémonies de coronation d'autres l'empereur. Et donc, ici, en fait, on peut retrouver une très belle reproduction de ces pièces. L'interprète n'a plus de son.
Et en vérité, dans ces pièces, on retrouve la très belle compréhension de ces pièces que le joaillier a reproduit parce qu'on peut retrouver la reproduction de ces couronnes et la disposition des pierres, de la reproduction des ornements, de la grande couronne de l'empereur en diamant. Tout est bien recopié par rapport aux pièces originales et plusieurs joailliers ont travaillé sur ces pièces, dont Julius Rapoport, qui en fait qui a créé, qui a produit le socle. Et la partie de joaillerie a été fait par August Hellström, l'un des joailliers les plus connus dans la maison de Fabergé. Et donc, il a montré que la confiance de son patron était bien justifiée. Il a travaillé l'argent en rajoutant les diamants en reproduisant la technique indienne qui a été utilisée ici pour créer et décorer le cèdre. Donc, on peut voir que la tradition de la joaillerie russe est très différente. Chaque usine, chaque maison, chaque entreprise avait ses propres traditions et techniques. Certains utilisaient les anciennes techniques russes, d'autres utilisaient les motifs patriotiques liés aux événements du pays. Et également, le nom de Carl Fabergé était une note très importante pour tous ces joailliers qui est devenu non pas seulement le joaillier de la cour, mais l'un des joailliers les plus connus au monde entier. Son nom est jusqu'ici bien connu par tous ceux qui apprécient ce style de art appliqué. Merci beaucoup, Victoria. C'était une excursion très intéressante. Les pièces extraordinaires. Et moi, j'ai quelques questions. Donc, une question pour vous. Est-ce que Fabergé est bien connu en tant que joaillier talentueux ou en gestionnaire talentueux? Moi, je dirais que c'est un gestionnaire talentueux, même s'il avait étudié la joaillerie, il pouvait créer n'importe quelle pièce lui-même. Mais justement, grâce à ses talents de gestionnaire, sa société est devenue le numéro un dans l'Empire russe. Et qui a dépassé tous ses concurrents. Donc, il y a une question. J'ai visité l'Ermitage en 1984, j'avais 15 ans. Je ne me rappelle pas d'avoir vu ces pièces. Est-ce qu'elles ont été exposées pendant l'époque communiste? Et la deuxième question, est-ce que c'est vrai que le tsar offrait à ses invités très haut placés les pièces faites par Fabergé? Donc, la première partie de votre question, donc oui, certaines pièces ont été exposées, mais elles se trouvaient dans un endroit spécifique. C'est la galerie des trésors où on a toutes les pièces en joaillerie à partir de pièces archéologiques jusqu'au XXe siècle. Et aujourd'hui, nous avons une partie de salles qui sont consacrées aux pièces Fabergé. Donc, ils sont plus accessibles au public. La question concernant les cadeaux. En effet, à Fabergé, il y a eu beaucoup de commandes d'Alexandre II et Alexandre III pour créer des pièces différentes dans le style symbolique russe de genre
les coupes, les services en argent et ils étaient offerts aux familles royales d'Europe et surtout beaucoup de cadeaux ont été envoyés à Copenhague, au Danemark, comme Maria Feodorovna était de Danemark. Donc, Paul Poincaré également reçu les cadeaux créé par Fabergé. Et donc, le prince de Siam aimait bien en fait recevoir les cadeaux, surtout les figurines d'animaux créées par la société Fabergé. Merci beaucoup pour votre réponse. Comme je ne vois pas d'autres questions de notre public, je pense que nous allons vous poser une autre question. Je pense que ça va être la dernière. Comme nous avons seulement un seul interprète aujourd'hui, une seule. Donc, comment la Première Guerre mondiale et la Révolution russe a influencé le travail de la société Fabergé? Lorsque la guerre avait commencé, Fabergé a en fait fait beaucoup d'efforts pour éviter que ses maîtres soient envoyés à la guerre parce qu'il avait des personnes uniques qui travaillaient pour lui, mais quand même la guerre a emporté les meilleurs. Et pour conserver, pour garder ces maîtres joailliers, et Fabergé a commencé à créer les pièces pour l'armée. Dans ces ateliers, les pièces médicales ont été créées, comme par exemple les réservoirs pour la stérilisation de seringues et d'autres équipements médicaux. Il y avait de la vaisselle. Donc, il était le premier en Russie qui a commencé à utiliser l'aluminium pour les pièces médicales. Et donc, grâce à cela, il a pu garder beaucoup de joailliers chez lui et ne pas les envoyer à la guerre, en même temps en montrant qu'ils étaient importants pour l'armée. Et bien sûr, la Révolution a apporté une vraie tragédie à la maison de joaillerie parce que pratiquement tout de suite, la maison Fabergé était fermée, toutes les pièces ont été reprises et lui-même, il est parti à l'émigration, il a émigré. Les membres de la famille ont essayé d'importer, de faire sortir quelques pièces de ses créations, mais malheureusement, beaucoup de pièces ont été soit vendues à des personnes inconnues, soit été vendues aux collectionneurs différents. Et donc, c'est une vraie tragédie. Et après la Révolution, après qu'il a émigré, Karl Fabergé a eu le cancer et donc il est décédé très rapidement après son départ de la Russie. Et comme je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, notre excursion va en fait bientôt clôturer. Et merci beaucoup à tous les participants pour votre intérêt, pour votre attention envers cette personne. Le 14 avril, on vous invite à l'excursion à l'église d'Alexandre Nevsky. Donc, on vous invite. Vous pouvez voir toutes nos vidéos de l'excursion YouTube. Et merci beaucoup, Victoria. J'espère bien qu'on va vous revoir et que nous allez préparer d'autres excursions. Et bonne soirée à tout le monde et au revoir. Record.